Ben, c'est parti, c'est pour toi, Romain. Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va donc commencer ce webinaire qui s'appelle Embrasser la complexité et percevoir les systèmes, qui donc s'inscrit dans cette série de webinaires qu'on a lancé en avril dernier, qu'on a nommé Nouvelle époque, nouvelle posture, et qui consiste à explorer finalement dans le monde d'aujourd'hui, qui est de plus en plus incertain, complexe, avec des polycrises. Et donc un niveau d'instabilité et de fragilité extrême. Quelles sont les nouvelles postures qui sont nécessaires à ce monde et dans quelle mesure finalement le retour de balancier conservateur autoritaire ne serait pas un signal qu'il y a des changements de posture de fond qu'on refuse d'adopter et qui, peur de l'obstacle, en fait, serait un retour en arrière alors qu'au contraire, il faudrait basculer dans de nouvelles postures, une nouvelle époque. Alors, on a exploré pas mal de sujets déjà. Euh, on a parlé des tensions et des polarités, du rapport aux émotions, aux conflits, de comment composer avec l'imprévu et les contraintes. Donc, vous pouvez trouver les replays. On a aussi exploré comment être en lien avec le sens, les besoins et les ressources. La dernière fois, donc en novembre, on devait explorer la notion de puissance et comment dans cette nouvelle époque réinventer ces puissances, qu'on a dû annuler au dernier moment et qu'on fera donc en février, le 5 février avec Lydia. Et donc aujourd'hui, on va explorer la complexité et la pensée systémique. Sachant que, comme souvent pour ces sujets, hein, il ne s'agit pas d'un endroit de formation où nous, on aurait là quelque chose à vous transmettre. Mais encore une fois, hein, l'invitation pour nous, c'est d'explorer un sujet qui nous semble intéressant. Et un peu comme dans la pensée de Bono, j'avais fait un webinaire là-dessus, c'est une façon pour nous d'ouvrir un chemin un peu créatif, un peu de réflexion, et voir après, en posant ça dans notre agenda d'un webinaire sur le sujet, qu'est-ce que ça nous permet de récolter, qu'est-ce que ça nous permet de découvrir comme approche, comme concept. Et alors des fois, c'est plutôt une discussion avec plusieurs intervenants ou avec vous. Des fois, c'est quelque chose de plus transmissif. Aujourd'hui, on va être là dans quelque chose d'un peu plus c'est comme ça où moi je vais parler et j'ai demandé à Pilou, merci Pilou de m'aider à animer, mais c'est quand même beaucoup moi qui vais parler et qui vais vous partager un peu le fruit de cette exploration de la pensée systémique et de la complexité. Sachant que j'annonce déjà la couleur, je ne suis pas un expert de la pensée systémique ou de la complexité et je ne prétends pas l'être. Et juste vous partager les fruits de ma recherche. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu peux changer la slide. Je ne vois pas où t'en es d'ailleurs. Il faut que je vois ça. Tac. Là, on est sur la troisième slide. Peut-être juste pour nommer qu'on est ensemble jusqu'à 14 heures. Si vous avez des questions, ben voilà le chat. Vous pouvez aussi lever la main et puis on verra avec Romain comment on peut rendre ce webinaire fluide aussi dans la participation. Romain, il a pas mal de choses à nous transmettre, mais l'idée c'est que ce soit aussi un petit peu interactif. Donc n'hésitez Oui, pas il y sur aura le quelques chat. moments où je vous proposerai quand même de réfléchir sur un sujet, mais on va pas avoir de temps en sous-groupe ou de choses comme ça. Donc, la première partie, on va explorer la pensée systémique et la différence avec la pensée linéaire. Ensuite, on va se poser la question de quel mode de pensée pour quel type de sujet. L'idée étant pas de dire que la pensée systémique, c'est mieux et qu'il faut l'appliquer partout, mais bien dans quel cas c'est adapté et dans quel cas ça ne l'est pas. Ensuite, on va explorer plus spécifiquement comment la gouvernance partagée propose des pratiques qui permettent à certaines conditions d'embrasser cette complexité. Et puis à la fin, je vous proposerai deux ateliers que vous pouvez potentiellement faire dans vos groupes pour vous entraîner à cette pensée systémique et complexe. Alors, tu peux changer de slide. On va commencer donc par définir la pensée systémique, la pensée linéaire, pardon. Déjà, la pensée linéaire, elle suppose que chaque cause produit un effet prévisible. Donc, on est vraiment dans cette logique de cause à effet. Une cause, un effet. S'il y a un effet, je dois pouvoir savoir quelle est la cause. Ensuite, le présupposé, c'est que les phénomènes peuvent être isolés les uns les autres. Donc, on peut regarder en fait un phénomène sans se préoccuper du reste, c'est que chaque élément en fait est séparé. Et que du coup, les solutions passées restent valables. Donc, le contexte change assez peu. Donc, quelque chose qui a marché dans le passé doit pouvoir être appliqué aujourd'hui.
et que du coup, ça suppose que les systèmes sont assez stables et qu'ils sont contrôlables, qu'on peut les analyser comme ça en morceaux. Euh, et, euh, et du coup, ça fait que c'est une pensée qui est surtout efficace dans des situations qui sont techniques, qui sont claires. Il y a vraiment cette notion de clair, de simple, et où les variables sont maîtrisables. De l'autre côté, la pensée systémique, elle va reposer déjà sur un principe d'interdépendance, c'est-à-dire que tout est relié. On ne peut pas isoler une action. On est dans cette logique que chaque élément en fait est interdépendant, donc si j'en bouge un, ça fait bouger l'autre, et que du coup, on ne peut pas les isoler. Du coup, ça nous crée quelque chose de non linéaire, c'est que on est dans quelque chose où des petites causes peuvent avoir des gros effets. C'est ce qu'on connaît souvent comme l'effet papillon ou euh, un, un coup de respiration trop fort d'un côté de la planète provoque un ouragan de l'autre côté. Bon, là, c'est extrême, mais c'est ce type d'effet en fait imprévisible et non linéaire. Et dans ces systèmes, dans cette pensée systémique, on va surtout regarder les boucles de rétroaction, positives ou négatives. Quand on dit positif, c'est pas forcément que ça apporte quelque chose de mieux, c'est que ça amplifie le phénomène. Alors que les boucles négatives sont des boucles régulatrices qui vont avoir tendance à réduire le phénomène et à réguler le système. Pour donner un exemple, donc les boucles positives, c'est tout ce qui fait que plus ça change, qui va permettre une croissance exponentielle ou un effondrement. Ça va être par exemple la boucle de l'épuisement professionnel, où j'ai une charge de travail trop élevée, du coup ça augmente mon stress, du coup je fais des erreurs qui sont plus fréquentes, du coup je vais avoir besoin de corriger ces erreurs, ce qui va me générer plus de travail, et donc j'aurai encore plus de travail, donc encore plus de stress, etc. C'est l'effet de boule de neige sur un produit de qualité où en fait, si j'ai donc là pour donner un exemple positif, j'ai un produit avec une très bonne qualité qui du coup rencontre un grand succès, augmente les ventes. Et donc du coup, grâce à ces revenus supplémentaires, je vais pouvoir investir dans la recherche et le développement et donc améliorer cette qualité. Et puis il y a bien sûr la boucle amplificatrice du climat ou l'augmentation de la température, pour donner un des exemples parmi les multicrises. Augmentation de la température, donc fonte de la calotte glaciaire, moins de lumière réfléchie, donc plus d'énergie absorbée, plus de chaleur, donc plus de fonte de la calotte glaciaire. Pour donner un exemple de boucle négative ou régulatrice, ben, il y a le principe de la température corporelle. Ma température corporelle augmente, ça déclenche la transpiration, du coup ça refroidit mon corps, du coup la température baisse. Et je reviens comme ça à une situation de 37 degrés. Ça, c'est donc dans la pensée systémique, on va vraiment regarder ça, les interactions entre les choses et les boucles amplificatrices ou régulatrices. Un autre présupposé, c'est que c'est le principe d'émergence. C'est-à-dire que le système en lui-même, le tout, est supérieur à la somme de ses parties. Et donc, du coup, on va avoir une capacité, par exemple, d'intelligence collective qui est bien supérieure à la somme des intelligences. On va pouvoir faire émerger des solutions qu'on ne pourrait pas prédire et qu'on ne pourrait pas seul trouver. Parce que c'est bien dans l'interaction de ces éléments que quelque chose émerge. Donc, on est vraiment dans cette logique d'émergence. Et puis un autre élément, c'est que le système s'adapte en continu. Donc on est des propriétés en fait d'un système qui évolue constamment et qui fait du coup partie de cette nouvelle perception du monde en disant en fait arrêtons de lutter contre le changement, mais faisons avec le changement, vivons avec le changement, habitons ce changement parce qu'il devient permanent et qui fait que du coup, un certain nombre de solutions de la pensée linéaire ne sont pas adaptées parce que le temps en fait de construire une solution, le système a déjà changé, donc la solution trouvée, elle est déjà obsolète. Mais on va aborder ça un peu plus loin sur justement ces différences et dans quel cadre chaque mode de pensée est adapté, quoi. Avant d'aller plus loin, du coup, j'ai envie de vous proposer cet exercice dans le chat. On va se laisser quelques minutes pour vous inviter à réfléchir dans votre organisation quelles seraient les boucles de rétroaction positives ou négatives et d'essayer d'en trouver au moins une qui vous apparaît quand vous regardez votre système. Quelle serait une boucle de rétroaction?
positive ou négative? C'est parti. Si tu veux nous mettre une petite musique, Pilou, pendant qu'on Ouais, réfléchit totalement. ensemble. Je vais essayer de trouver une musique rétroactive. Hop. Quelles seraient vos boucles de rétroaction? On a de plus en plus d'entrepreneurs dans notre CAE qui donnent du poids et de la visibilité à la CAE, qui donnent envie de encore plus de gens de rejoindre la CAE. Yes. Effectivement, les phénomènes de réputation sont souvent ces boucles d'amplification positives parce que ça amplifie, mais ça peut amplifier la notoriété, la réputation, mais aussi la défiance quand à un moment la spirale s'inverse. Moins on a d'infos, moins on s'implique, moins on a d'infos. Hmm. Une supervision régulière comme une boucle de rétroaction négative, c'est-à-dire qui vient réguler le système, qui lui permet de s'apaiser. Hmm. Yes. Énergie bénévole dépensée pour l'organisation de belles fêtes d'école. Joie, émerveillement, envie de s'investir, plus d'énergie disponible. Cercle de parole, boucle de rétroaction positive. Est-ce que Isabelle, tu peux nous préciser en quoi le cercle de parole il permet ça? Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'amplification du phénomène? Tu peux ouvrir ton micro hein, si tu souhaites. Moins on dit les choses au bon endroit, plus se dit de choses hors du champ concerné. Hmm. Non. Vas-y, Isabelle, on t'entend de loin. Ouais. Ouais, ouais, ok. Ok, on va refermer son micro. En tout cas, je trouve que c'est pas mal d'avoir tous vos retours. Tu veux en lire quelques-uns, Romain? J'ai enlevé la musique, hein. Ouais, ben c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait une réunion, on se posait la question du remplissage des séminaires et j'avais identifié justement que la difficulté quand une boucle d'amplification est qu'à un moment, on n'a pas assez d'inscrits, donc en fait, on annule un séminaire, donc du coup, petit à petit, on n'a plus de séminaire, donc du coup, il n'y a plus de bouche à oreille. Euh, et, et voilà, donc du coup, en fait, ça accentue le phénomène, quoi. Voilà, c'est une que j'avais ce matin. Euh, Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Il y a beaucoup de, c'est souvent tout ce qui est du ordre de la créativité, de la confiance ou de la méfiance. C'est justement là où la pensée linéaire, elle serait obsolète. C'est pas parce qu'en fait, il y a un moment, on a perdu la confiance que je vais pouvoir trouver une solution qui fait que, OK, si je fais ça, la confiance va revenir. Mais plutôt se poser la question de quelle va être l'action qui va petit à petit soit réguler le système et donc lui permettre de s'apaiser pour pouvoir retrouver un état un peu stable, soit renforcer la confiance. Mais on est bien dans, OK, c'est quoi le petit pas qui va avoir un effet levier sur la confiance? Et du coup, de percevoir en faisant une action, est-ce que ça agit là-dessus? Si oui, ben, du coup, on va la prolonger. Je continue et on y reviendra de toute façon si nécessaire. Euh, Donc, pour synthétiser les deux manières de voir le monde entre ces deux modes de pensée, on a d'un côté la pensée linéaire mécanique, dont la logique c'est une cause, un effet, et dont le but est de prédire et de contrôler, avec une croyance de fond qui est si j'analyse assez longtemps, je vais pouvoir trouver la solution parfaite. Dans la pensée systémique, organique, on est beaucoup plus focalisé sur les interactions et les boucles de rétroaction. Le but c'est d'être capable de s'adapter, c'est de créer du mouvement avec cette croyance qu'on ne peut pas tout prévoir. Donc en fait, il faut tester et s'adapter, quoi. Un des principes souvent que moi je me rappelle en fait pour cette pensée systémique, c'est
Un système humain, notamment, est beaucoup trop complexe. Ça sert à rien que je cherche à l'analyser. Par contre, ce que je peux faire, c'est changer un de ces paramètres et voir comment il réagit. Et ça va me donner beaucoup d'informations sur le système à l'heure d'aujourd'hui, de comment il fonctionne, en faisant justement ces essais-erreurs et ces expérimentations avec après cette capacité à observer et à sentir en fait ce qui est en train de se passer quand j'ai bougé ce paramètre. Donc du coup, maintenant, on va arriver sur un modèle qui s'appelle le modèle Cinéfine, qui vient du gaélique, qui veut dire maison, je crois, et qui nous invite à se poser la question, face à un problème, dans quel cadre conceptuel je peux trouver des solutions ou m'aider à décider, quoi. Sachant qu'en général, un problème, il est souvent à répartir dans ces différents cadres. Euh, et dans chaque cadre, en fait, il y a un mode de pensée qui est adapté ou qui l'est pas. En bas à droite, on est dans le domaine du simple, du clair. Donc là, le mode opératoire, c'est, OK, je perçois la situation. euh, Situation A, OK, j'applique la procédure B, et c'est ça ma façon de réagir. Donc la relation de cause à effet, en fait, elle est évidente pour tout le monde. Et donc je suis dans des cas, en fait, où c'est assez simple. J'applique, par exemple, une procédure. Exemple, en cas d'impayé, j'applique telle procédure. Euh, Dans le domaine du compliqué, on reste dans la pensée linéaire, mais là, la situation est suffisamment compliquée pour que du coup, je puisse pas directement identifier la cause et l'effet, et que pour ça, il faut faire appel à une certaine forme d'expertise, un ingénieur, une expertise médicale, juridique, qui va me permettre de pouvoir analyser par rapport à la situation quelle est la bonne pratique à appliquer. Parce que potentiellement, en fait, le sujet est compliqué et que du coup, la bonne attitude à adopter, elle n'est pas évidente. Si je prends un exemple moi personnel, par exemple, j'avais une procédure assez simple. J'étais souvent sujet à maux de tête. Ma procédure, c'est quand j'ai mal à la tête, je prends du Doliprane et je bois de l'eau parce que c'est souvent parce que j'ai pas bu assez d'eau. Sauf qu'il y a un moment, en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et du coup, j'ai fait appel à ma sœur qui est médecin et qui m'a permis d'identifier qu'en fait, pour une fois, en fait, ce symptôme n'est pas la même cause. La cause, c'était plutôt de l'hypertension. Et donc, du coup, il a fallu soigner cette hypertension parce que ça sert à rien de continuer à prendre du Doliprane et à, et à continuer à boire de l'eau par rapport à ce cas-là, quoi. Alors après, on pourrait aller dans le complexe et se poser la question de pourquoi cette hypertension. Donc, en fait, le complexe, c'est justement quand la relation de cause à effet, elle n'est pas visible a posteriori. Donc, je ne peux pas, en fait, analyser mon système et savoir, en fait, cet effet, il vient d'où. Parce que dans mon cas personnel, ça peut être autant le manque d'activité que le stress, que une dimension génétique. Et donc, c'est assez multifactoriel. Dans le cadre du complexe, comme je le disais avant, le mode opératoire, ça va être, j'expérimente, je fais euh, des tests, je perçois comment le système réagit, et du coup, je décide de continuer cette action ou pas. Ensuite, après, on a le domaine du chaos, où là, le chaos, c'est une situation vraiment urgente, où la première action à faire, c'est de stabiliser le système. Il ne s'agit pas de chercher à analyser, il ne s'agit pas de faire de l'émergence avec tous les acteurs concernés. Il faut agir pour stabiliser le système en urgence. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans la complexité pour expérimenter des solutions qui vont agir plus durablement sur la cause du chaos. Donc là, il n'y a aucune relation de cause à effet qui est apparente et on est vraiment dans une situation d'urgence. Et donc, quand on dit pratique nouvelle, c'est que là, il s'agit il s'agit pas d'expérimenter pour voir en fait est-ce que ça marche, et il faut agir tout de suite. Si je reprends mon exemple de mes maux de tête, on pourrait dire qu'à force d'utiliser une même solution à mon problème, à un moment, je fais une crise cardiaque. Eh ben, la crise cardiaque, c'est sûr que c'est pas le moment où il faut se poser la question de pourquoi en fait j'ai fait cette crise cardiaque ou comment mon mode de vie il est à l'origine du truc. C'est en fait il faut appeler le SAMU et faire des soins d'urgence. Pour après pouvoir, une fois que la situation est rétablie,
se poser la question de, OK, quels sont dans la complexité, en fait, comment on peut regarder ça de manière plus complexe. Alors, il y a quelques pièges que je trouvais intéressant aussi de vous partager. C'est le piège de l'arrogance, parce que finalement, au-delà du cadre, ce qui est intéressant, c'est dans les interstices et dans les frontières entre les deux. Le piège de l'arrogance, c'est quand j'applique une solution simple qui a fait ses preuves dans le passé, alors que le système a changé. Donc, j'ai donné cet exemple de mon problème de santé. Un autre exemple qui est assez symptomatique, c'est Tchernobyl, où l'arrogance russe ou des techniciens a été de ne pas voir en fait l'emballement du système, les signaux d'alerte, persuadés que c'était forcément un problème de mesure ou que de toute façon il y avait une telle arrogance dans la croyance de la technologie et de la maîtrise du truc qu'ils n'ont pas vu le système s'emballer, quoi. Et donc du coup ça a explosé. L'autre piège dans l'autre sens, c'est le piège de la rigidité, c'est que dans une période de chaos, à un moment, il faut prendre des actions, il y a quelque chose où on va être plutôt dans, OK, il faut la verticalité et diffuser large, en fait, la décision qui permet de faire descendre enfin, de sortir du chaos. Mais le piège, c'est du coup de généraliser ça et du coup d'en faire une règle rigide qui va sortir du chaos, s'imposer et rigidifier encore plus le système qui va encore plus le fragiliser et donc multiplier les potentielles zones de chaos. Un autre piège entre simple et compliqué, c'est le piège de l'excellence statique. Donc c'est les exemples que je donnais par rapport aux médecins, c'est d'appliquer en fait un même procédé et pas faire appel à l'expertise qui permet de pouvoir vraiment se poser la question de quelle est la bonne pratique à adapter. Ensuite, entre compliqué et complexe, on a le piège de l'expertise inadéquate. Typiquement, c'est quand on fait appel à un consultant parce qu'on a un problème technique dans notre organisation et que ce consultant a bien compris le problème, vient avec une procédure à appliquer, sauf que derrière, en fait, on est dans un système humain où il y a toute une série de cultures et d'habitudes à modifier. Et que c'est pas en appliquant une procédure parce qu'en fait c'est la bonne solution que c'est bien ça qui va permettre au système dans la durée s'adapter. Donc là, on est vraiment dans, OK, on fait appel à un expert, on va passer des heures à analyser la situation, on va proposer une solution qui, du fait du temps d'analyse, probablement le système a changé, donc n'est plus adapté, et en plus ne prend pas du tout en compte la complexité du système dans ses interactions sociales, dans ses dynamiques de confiance, etc., etc. Dans l'autre sens, on a le piège du tapis roulant. Le piège du tapis roulant, c'est la tentation de transformer une pratique émergente qu'on a expérimentée, qui du coup est innovante, et d'en faire quelque chose d'appliqué à la lettre, avec de nouveau quelque chose qui devient un peu procédural et qui du coup tue la capacité d'innovation et surtout d'adaptation du système. Et enfin, un autre piège qu'on peut identifier, c'est celui de l'urgence mal gérée. C'est face, par exemple, à un système qui est en train d'expérimenter des choses, un manager qui, impatient euh, ou qui a peur en fait d'une urgence qui n'est pas encore réelle, va prendre une décision autoritaire et casser la dynamique à l'œuvre dans le système qui était en train de s'adapter par quelque chose de vertical, alors qu'à ce moment-là, ce n'était pas du tout approprié, et donc va créer lui-même une situation de chaos parce qu'en fait, il va complètement déstabiliser le système. Alors, avant de vous proposer un exercice, est-ce que déjà, dans ce que j'ai partagé, vous avez des questions ou des réactions avant qu'on vous donne la parole sur OK, quels seraient vos cas d'école sur ce cadre conceptuel cinéphile? Tu as donné pas mal d'écueils, Romain, à l'oral. Ouais. Mais je trouve que c'est super intéressant, soutenant. Euh,
Après, moi, je sens que j'ai besoin de temps aussi pour déjà juste m'approprier ces quatre cadrans-là. Ouais. Mais effectivement, peut-être c'est une manière aussi de se l'approprier ensemble, de prendre d'autres exemples, comment ça vous a parlé, ou même vous êtes un peu paumé dans, tiens, qu'est-ce que, qu'est-ce que vraiment ça veut dire chaos, complexe ou compliqué? Ça peut être aussi des questions de compréhension, hein. Est-ce que tu peux cliquer sur ton support pour qu'on voit apparaître j'avais mis en animation les pièges là. Donc si tu voilà, tu vas les voir Ah tous. oui, ok. Ouais, donc c'est moi qui n'ai pas cliqué assez. Donc qu'est-ce que ça vous donne comme élément à partager sur des actions, des décisions que vous avez pu prendre dans votre organisation qui finalement n'étaient pas au bon endroit? Et qu'est-ce que ça a généré? Est-ce que vous êtes déjà tombé dans ces pièges? Ah oui, alors merci Isabelle. Effectivement, je n'ai pas parlé de la zone du milieu, la zone du confus. Euh, c'est exactement ça. C'est en fait c'est presque le premier principe à garder en tête. C'est face à une situation, comment je m'autorise cet espace où je me questionne. Ok, est-ce que c'est quelque chose de simple auquel je peux appliquer ma procédure? Si je le fais, en fait, est-ce que ça résout bien le symptôme ou est-ce qu'en fait non, le symptôme persiste et pas j'arrête d'écouter le signal. Donc en fait, c'est tout cet endroit où en fait on se pose la question de où on est, la situation dans laquelle on est. Est-ce qu'elle est dans un cadran, dans plusieurs? Comment on peut la regarder sur ces différents angles? Et dans quelle mesure on peut agir au bon endroit? Est-ce que vous avez des partages d'expériences? Oui, Romain. Ouais, C'est là, le truc qui me vient par rapport à ce que tu viens d'expliquer, c'est en fait, au démarrage, par exemple, un état des lieux qui n'est pas partagé. C'est-à-dire, suivant mon rôle dans l'organisation, je peux avoir conscience de certains dysfonctionnements, d'autres qui ont un autre rôle ont conscience d'autres dysfonctionnements. Et en fait, je réfléchis hein, tout en ouais. m'exprimant. Et des fois, moi, ce qui me paraît comme quelque chose de simple ou compliqué peut paraître complexe ou être un chaos total pour l'autre personne. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, dès qu'on veut initier une démarche de changement, si on part pas d'un état des lieux partagé, c'est très compliqué pour le coup à faire un premier pas ensemble. Mm. Alors, merci parce que là, du coup, c'est un bon exemple de comment une situation qui pourrait, sur le papier, être résolvable de manière assez simple, avec la complexité de la culture, du niveau d'information, de compréhension d'un système, fait que du coup, elle pourrait être inadaptée. Et je trouve que oui, peut-être que le diagnostic partagé est une façon en fait de pouvoir analyser le problème si on se dit qu'il y aurait une solution à appliquer une bonne pratique. Euh, mais on pourrait aussi se dire qu'il ne faut pas chercher à faire de bilan ou d'analyse. On peut juste se dire expérimentons. Si moi je vois que j'ai une solution avec mon niveau d'information et d'expertise qui me semble appropriée, ça peut être aussi de proposer un lieu d'expérimentation dans le système qui permet de voir en fait ce que ça produit. Plutôt que de devoir passer par un truc en fait, où je vais convaincre les autres que ma solution est la bonne, que du coup je vais avoir besoin qu'ils aient le même niveau d'expertise pour adhérer à cette solution, etc. Tu vois, on peut aussi changer la démarche même en fait, dès la racine. Ok, il met un pouce, Sylvain, j'entends que ça clarifie. J'ai envie de te lancer, Romain, sur la question de Sandrine, là. En fait, elle dit qu'elle se questionne sur les moyens de se coordonner quand les membres sont dans des cadrans différents. Est-ce que ce concept, il dit que les membres sont dans des cadrans différents ou c'est autre chose qui dit ce signifie Non, quoi? on n'est vraiment pas dans les membres, on est dans la situation, on est dans le problème qu'on rencontre. Euh, à partir du moment où on est dans un système humain, on peut se dire que la matrice globale, c'est la complexité, quoi. Par contre, dans cette matrice globale, donc dès que je vais vouloir généraliser une solution à tout le monde,
je risque de pas être au bon endroit en fait de mon approche. Par contre, dans mon domaine à moi d'expertise, sur mon rôle à moi, si à un moment, en fait, moi, je suis un expert juridique, par exemple, dans mon organisation, eh ben, je vais pouvoir appliquer, en fait, mes bonnes pratiques parce que je suis en capacité, par rapport à la situation, à appliquer ce qui me semble nécessaire. Par contre, je vais créer de la complexité ou je vais créer de la complication si je cherche à ce que tout le monde dans mon organisation ait le même niveau que moi et soit d'accord avec ma décision. Si j'ai pas besoin des autres, en fait, pourquoi ne pas directement aller sur OK, la bonne pratique à appliquer, c'est celle-là, en fait. C'est ce qu'on va voir après dans les pièges aussi, dans la gouvernance partagée, etc. C'est qu'on est plutôt dans comment on peut avoir un système qui est intégratif, qui est capable de faire du simple, du compliqué, du complexe et de réagir dans une situation de chaos. Et surtout pas de se dire, en fait, nous, on fait que de la complexité ou nous, on veut une organisation qui soit dans la simplicité. C'est, en fait, on est forcément, en fait, en permanence dans cette navigation et donc, du coup, de trouver, en fait, les modes d'ajustement qui permettent de naviguer aux bons endroits à chaque fois, quoi. Je sais pas si ça vous parle. Risque Sandrine, immobiliste qu'on souhaite traiter un sujet en mode compliqué alors que c'est complexe. Oui, Exactement, merci. oui. Ouais, si tu voulais prendre la parole, Marie? C'était pour préciser effectivement que c'était dans le cadre, c'est pas dans le cadre où un rôle peut du coup avoir un peu faire son choix stratégique d'une certaine manière, sa manière de piloter. C'était dans le cadre d'une décision plus globale qui concerne vraiment tout le monde et où les membres sont pas au même endroit en fait. Effectivement. Voilà. Hmm. Ouais, C'était la difficulté que je pointais en fait. ok. Voilà. En tous les cas, effectivement, dans la complexité, ce qui est intéressant, c'est on fait appel à ce registre-là quand on sent que on a besoin que la solution émerge de l'interaction entre les acteurs. On va le voir après dans le cadre d'une prise de décision au consentement, c'est justement cette écoute du centre qui permet en fait que la proposition et la décision finale, on ne peut pas présupposer laquelle elle va être, parce qu'en fait, c'est l'interaction, la discussion qui va faire émerger la décision. On va voir émerger la proposition au fur et à mesure de notre discussion, quoi. Mais par contre, ça sert à rien de faire une prise de décision et de ce niveau de complexité quand en fait le système, le problème, il est très simple. Ou qu'en fait on a une situation en fait dont la solution en fait elle est éprouvée et que ça marche en fait. Tant que ça marche en fait, il n'y a pas de souci. Ce qui ne va pas, c'est quand on s'entête et qu'on ne veut pas voir le signal qu'en fait on applique une même solution alors que le contexte a changé. ok, en tout cas, moi, ce que j'entends, Romain, c'est aussi pour mettre de la clarté avec ta question, Sandrine, c'est que là, ça parle pas des personnes, ça parle plutôt de méthodes à adopter pour l'ensemble du groupe selon les différentes situations. Hmm. Ça, Ok, ça va si je dis ça comme ça? Ouais, merci. ok. Alors, il y avait une question de Alice aussi sur comment ne pas donner trop de poids aux experts. Euh, Moi, je trouve que c'est justement une façon de pouvoir leur donner leur juste place, c'est d'être capable de sentir en fait quand le sujet qu'on aborde, en fait, il est, il est plutôt technique, avec des variables qui sont maîtrisables, euh, et qui, des fois, arrivent peut-être en bout de chaîne parce qu'à un moment, on a des statuts à écrire, par exemple, ou au début, parce qu'en fait, on a besoin de régler un problème technique. Et à ce moment-là, ça sert à rien, en fait, de faire une gestion par consentement avec plein de gens qui n'ont pas la compétence. Il vaut mieux faire appel à un expert. Par contre, demander à cet expert de traiter le problème dans l'organisation avec toutes les dimensions humaines qui sont à l'œuvre. Euh, on est typiquement dans le cas en fait où on va faire appel à un cabinet de consulting qui nous fait appliquer une recette en fait qui est toujours la même en fait, qui nous sorte un super PowerPoint qui en fait est le même pour tout le monde et qu'en fait on va appliquer en fait un espèce de truc prêt à l'emploi qui est censé être efficace et marcher. Sauf qu'en fait, ça prend pas du tout en compte ni la situation complexe de l'organisation, ni le chemin qui crée la boucle qui permet à la solution dans la complexité humaine euh, de s'incarner et de faire ses preuves, quoi. Euh, on est à 13h38, Romain. Je vois qu'il y a aussi pas mal de questions. Merci pour vos partages. Mais je pense que ça peut être utile d'avancer. Et puis peut-être ça précisera aussi certaines choses
Yes. Alors du coup, tu peux passer à la slide suivante. On va maintenant regarder, donc encore après. On va maintenant regarder en fait la gouvernance partagée, dans quelle mesure elle est compatible avec la complexité, en quoi elle permet une pensée systémique qui est complexe, avec deux outils, parce qu'après on pourrait la décortiquer de plein de façons, hein. On va explorer la gestion par consentement et le pilotage par tension. Donc tu peux revenir en arrière. Ouais. Le consentement, dans la mesure où on accepte cette pensée systémique, est vraiment centré sur ce but qui n'est pas d'avoir raison, mais de créer une boucle de feedback. C'est-à-dire qu'on va chercher une solution, pas la meilleure solution, mais une solution qui est suffisamment bonne pour maintenant et suffisamment sûre pour être essayée. Donc on est vraiment dans cette logique d'itération, de faire un choix et de voir comment le système réagit pour pouvoir après l'ajuster. Je dis ça parce que souvent, le piège de la gestion par consentement, il est de faire la gestion par consentement sans ce mode de pensée. C'est-à-dire qu'on cherche à suranalyser la situation, on cherche une décision en fait qui prend en compte tous les cas de figure. Donc si A, je fais B, etc. Donc qui est hyper compliqué euh, et qui finalement est comme avant, mais en beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est un premier élément, c'est dans le but même de la gestion par consentement, il faut accepter ce changement de paradigme qui n'est pas la meilleure solution, mais une solution praticable pour expérimenter. Ensuite, dans le processus, il y a des ingrédients aussi qui sont compatibles avec cette pensée systémique, ou en tout cas qui l'encouragent. Déjà, il y a différents modes de pensée qui peuvent être mobilisés. Quand on fait une écoute du centre, une parole en cercle, certaines personnes vont être dans du rationnel, dans l'intuitif, dans l'émotionnel, et on accepte tout ça. Et on est dans des étapes où on part de cette divergence et on laisse émerger la proposition qui ensuite va être passée à la moulinette du consentement et des objections. Donc, non, Ouais, excuse-moi. et qui donc va permettre après la convergence. Donc, on ne peut pas prédire en fait ni la proposition qui va être faite, on l'accepte comme un point de départ avec une forme d'incertitude et un peu de hasard en fonction de qui va la construire. Et puis, on ne sait pas non plus la solution qui va être au final adoptée, dans la mesure où après, on va passer cette proposition à la moulinette des objections. Le principe même d'objection et de bonification est un processus itératif où, pareil, en fait, on va cheminer, on va naviguer et on va pouvoir du coup prendre en compte les limites de notre système. Et c'est là où aussi c'est assez fondamentalement différent, c'est que dans un monde linéaire, en fait, les objections, ça va être un obstacle à mon plan d'action, alors que là, on va les considérer comme des cadeaux qui nous renseignent en fait sur les limites du système, pour pas casser le système. Donc c'est un peu les limites de tolérance. Et ça, c'est un changement de perspective qui est quand même vraiment important, c'est que du coup, on n'est pas dans une seule solution possible, mais plusieurs solutions dans un cadre qui est déterminé par ces objections qui nous donnent en fait notre cadre de jeu dans lequel plein de choix, plein d'expérimentations sont possibles tant que ça ne, ça ne crée pas en fait de risques irréversibles pour notre collectif ou notre organisation. Donc pour ceux qui commencent la formation de découverte dans la gouvernance partagée, vous allez en savoir un peu plus sur ce processus, hein, donc c'est normal si pour l'instant ce que je vous raconte n'est pas tout à fait clair. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment important de dire, OK, c'est un outil qui est de l'ordre de la complexité, à partir du moment où on accepte par contre le changement de posture qu'il demande. Euh, Ensuite, un autre élément clé dans la gouvernance partagée, qui est le pilotage par tension. Pilotage par tension, donc, c'est de créer cette capacité du système à identifier les tensions et à les transformer. En soi, on est vraiment là pour le coup au cœur de cette pensée systémique dans la mesure où en fait on laisse beaucoup d'initiatives aux acteurs, mais on crée un cadre qui permet de collecter ces tensions et de les transformer. Donc un cadre qui gère ces interactions et qui facilite l'ajustement continu du système. Mais encore une fois, faut-il être dans cette confiance donnée aux acteurs que ils vont faire des choses, que peut-être ces choses-là, des fois, elles créent des soucis, mais qu'on va être capable, a posteriori, de les ajuster. Donc, on est vraiment dans une logique de contrôle a posteriori. Allons-y, faisons des choses, faisons des expérimentations, voyons comment le système évolue, et en fonction de ça, on va pouvoir après faire ces ajustements en traitant et en collectant ces tensions. Et donc, Romain, je te les tensions, c'est vraiment l'expression
de ces interactions entre les acteurs et du décalage entre ce qui est et ce qui pourrait être. Ouais, il y a une question. Ouais, on a une question. J'ai pas ton prénom, mais vas-y, prends la parole. Tu peux ouvrir ton micro. Ouais. Ah oui, moi, Claire. Claire. Ouais. Bonjour. Ouais, moi, il y a un truc qui rentre pas dans mon cerveau là. Ouais, En fait, la GPC en soi, c'est quand même une structure linéaire, à mon sens. C'est un schéma très linéaire. J'arrive, je pose ma proposition sur la table, je fais mon tour de clarification, puis je fais mon tour d'objection, puis si objection, je fais mon tour de bonification, puis je clôture, etc. Pour moi, c'est quand même un schéma super linéaire. Et c'est bien. C'est bien de mixer les deux. Du coup, hmm, la gouvernance partagée, à mon sens, à partir du moment où elle amène une méthode, elle est linéaire. On accepte la méthode. Et si je change la méthode parce que j'accepte la complexité, alors du coup, j'ai plein d'obstacles de partout. Donc, qu'est-ce que j'accepte et où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça finit, tu vois? C'est pas trop. Je sais pas si ouais, mon commentaire est très très clair, mais voilà, et moi, ouais, il y tout a à un fait, truc qui ouais. me Enfin, chiffonne. pour moi, il est très clair. Ouais. Ok. Merci parce que ça permet de mettre le doigt sur quelque chose d'assez clé, c'est que euh, la différence entre pensée linéaire et processus. Un processus, effectivement, c'est des étapes qui s'enchaînent. Alors, dans la GPC, c'est pas un processus linéaire dans le sens, en fait, on revient souvent en arrière quand on passe de proposition, objection, du coup, nouvelle proposition ou bonification, nouvelles objections. On peut tourner comme ça un certain nombre de fois. Et puis, on peut aussi arriver à un endroit où il y a, l'objection annule la proposition, donc on revient au début de tout le processus. Donc, en fait, on n'est pas dans quelque chose de totalement linéaire. L'émergence de la proposition, pareil, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la systémique. Donc là, on n'est pas dans quelque chose de linéaire. Mais même si on l'était, en fait, ce qui est important de voir, c'est que la pensée linéaire, ça va être plutôt très, très basé sur le contenu. C'est-à-dire que quand A, je fais B. Alors que là, on dit, j'applique un processus, mais je ne sais pas ce qui sort du processus comme solution. Je ne sais pas ce qui rentre dans le processus comme analyse. Je ne contrôle pas ce qui se passe dans le processus. Je fais confiance au processus qui nous permet justement de mettre tous ces éléments en mouvement pour qu'une solution émerge et qu'on puisse décider de l'expérimenter. Et encore une fois, on a décidé de ça. Ça ne veut pas dire que maintenant c'est la solution qu'il va falloir appliquer à tout. On a juste décidé d'expérimenter. Donc, tu vois, en fait, le changement de pensée, il est vraiment subtil, mais merci parce que ça me permet de mettre le doigt sur un truc, c'est que penser en processus permet quelque chose de la pensée systémique versus être à fond sur le contenu et donner des guides, des bonnes pratiques de quand tu fais ça, il faut faire, quand il se passe ça, voilà ce qu'il faut faire. Tu vois la différence? Ok. Ça fait oui de la tête. Merci, Claire, pour cette question. Je Et regarde aussi Lilian dans qui le chat. partage que les décisions qui cherchent à aboutir à des décisions basées uniquement sur des modes d'analyse compliqués butent souvent sur l'imperfection. Oui, alors c'est vrai que un des gros travers dans la GPC, c'est qu'on cherche un niveau de perfection dans les mots, dans tous les cas de figure, où là, ça devient vite, vite l'enfer. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire, Lilian. Oui, c'est ça. Mon expérience est très récente parce que j'ai vécu une GPC hier où le groupe était vraiment basé là-dessus et je trouve que l'analyse sous le prisme de la vision systémique et de cette notion d'aller chercher à adopter ce test par l'expérimentation, du coup le good enough for now and safe enough to try, il est vraiment euh, éclairant sur la manière de se mettre en posture pour aller chercher voilà, je sais pas, une décision consentie. Hmm. Alors, je vois le temps qui tourne. Si ça va pour vous, on va juste continuer. Donc, petit récap de ce qu'on a déjà abordé, c'est donc faire la GPC sans mode de pensée, sans changer le mode de pensée, c'est pire qu'avant, c'est plus compliqué. Soit parce qu'on est encore dans du perfectionnisme, soit on cherche le consensus, soit on est dans du vouloir absolument prédire et contrôler ce qui va se passer. Faire de la GPC sur des problèmes simples ou compliqués, bah, là franchement, souvent c'est un peu
comment on dit, euh, Se tirer une balle dans le pied. tirer une balle dans le pied, ouais, par exemple. Je vais vous donner après une grille de lecture qui permet justement de sortir de ça. Mais en tous les cas, quand il y a quelque chose de simple en fait qui marche, pourquoi faire une grande GPC avec tout le monde pour quelque chose qui pourrait juste être confié à quelqu'un, par exemple? Et puis il y a aussi le piège de réinventer la gouvernance en permanence, où en fait on change les rôles tous les 4 matins. Donc on fait quelque chose en fait qui est tout le temps émergent, alors qu'en fait le système il a aussi besoin de se stabiliser, d'homéostasie. Il a aussi besoin d'avoir des endroits où c'est simple, ou alors c'est compliqué, on fait appel à un expert. Mais il faut pouvoir aussi se préserver l'énergie et la capacité à la complexité, donc ne pas en mettre partout non plus. Et pour ça, en fait, tu peux passer au, j'aime bien présenter ça comme un cadre interactif qui est l'art de décider, qui est de se dire, en fait, on va prendre des décisions, soit sur des grandes orientations ou par rapport à une situation très complexe où on sent bien qu'en fait, nous tout seuls dans nos coins, en fait, on n'arrive pas à trouver de solution pérenne. Donc, on va faire une GPC justement sur quelque chose de fondamental parce qu'à un moment, il y a un rôle qui considère qu'en fait, tout seul, il n'y arrive pas. Ou qu'on voit bien qu'en fait, il y a une telle interaction qu'il faut qu'on prenne qu'on fasse un choix ensemble de comment on sort, comment on expérimente, comment on avance par rapport à cette situation. Et que pour ça, en fait, le pouvoir décider aussi des périmètres d'autorité des rôles permet de pouvoir quand même adresser quelque chose de la simplicité ou de faire appel à de l'expertise, parce qu'en fait, on donne la capacité à des acteurs d'agir seuls. Euh, et voilà, pour moi, en fait, c'est justement de réussir à prendre le temps de la décision par consentement sur ce qui est de l'ordre du cadre ou de l'orientation peut-être, et surtout pas dans le détail, et dans quelque chose qui serait du contrôle ou qui serait du simple ou du compliqué, où là, il vaut mieux donner la capacité aux acteurs d'agir à cet endroit-là, parce qu'ils le feront beaucoup mieux que si on fait une GPC en permanence, quoi. Et puis la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est souvent on nous dit oui, mais la GPC c'est bien gentil, mais quand on est dans une situation d'urgence, ça marche pas. Ben oui, évidemment. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire en situation d'urgence. En situation d'urgence, on va pouvoir s'appuyer sur les rôles qui ont été définis en GPC ou dans notre situation pour pouvoir prendre des décisions, accepter la verticalité d'un rôle qui dit OK, urgence, voilà la consigne à appliquer. Pour l'instant, tout le monde fait ça, quoi. Et après, une fois que la situation est rétablie, on peut prendre le temps de débriefer, de voir peut-être que dans notre organisation, qu'est-ce qui a manqué au moment où il était encore possible d'agir avant qu'on soit dans la situation chaotique ou d'urgence. Voilà, j'ai après 2 propositions d'atelier à vous faire, mais qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais c'est juste pour vous les proposer. Est-ce que, avant que je vous les présente, vous avez des questions ou une réaction? Valentin dit oui. Super. D'ici, Merci c'est Valentin. Pardon, c'était le temps de d'écrire la question. Je peux l'écrire plutôt que de la poser à l'oral. Non, non, mais vas-y, pose-la à l'oral. Euh, ouais, je me demandais si, bah, par exemple, dans la définition des rôles en gouvernance partagée, il pouvait y avoir ben, le fait d'avoir une relation de subsidiarité avec certaines personnes, par exemple, d'avoir la possibilité de les licencier ou quoi, très concrètement, et que, imaginons en cas d'urgence, il y a le rôle qui dit, bah, bon, bah, on fait comme je dis, en fait, cette personne sort de l'organisation, ou est-ce que ça, c'est une chose qui est inenvisageable en gouvernance partagée? Ça, j'ai l'impression que ça peut être une sorte de source énorme de dysfonctionnement. Alors en fait, je vais faire une réponse qui est plutôt de dire tout est possible en gouvernance partagée à partir du moment où dans les règles du jeu qu'on s'est fixées en amont, enfin ces règles du jeu ont été appliquées pour aboutir à ce qui donne le pouvoir à une personne de licencier. C'est qu'en fait, si à un moment vous décidez que en fait, c'est quand même vachement plus simple pour nous qu'il y a un rôle qui licencie parce qu'en fait, on ne va pas faire une GPC là-dessus, on ne s'en sent pas capable, ou je sais pas quoi, c'est possible. Par contre, c'est pas défini dès le départ. C'est-à-dire que c'est à vous de créer en fait les zones de pouvoir et les zones de où est-ce qu'on décide ensemble et où est-ce qu'on peut décider seul en appliquant les principes de la gouvernance que vous avez choisi. Je sais pas si ça répond à ta question. Attends, je peux juste essayer de compléter un peu aussi. Ouais.
Pour moi, ton exemple est un peu compliqué, Valentin, parce qu'en plus, il y a des notions de droit, hein. Tu peux pas licencier quelqu'un comme ça. Il faut qu'il y ait quand même des raisons valables, hein. Donc ça, c'est aussi comment, même si le système de ton organisation, il est organisé comme ça, il dit, tiens, Mireille, elle peut licencier qui elle veut. En fait, tu vas aussi te heurter quand même au droit du travail ou devoir coopérer avec le droit du travail, quoi. Euh, Mm. mais si on prend un exemple où il y a un rôle qui a le pouvoir de dire combien gagne chacun, bon, tu as aussi des trucs légaux sur comment tu peux augmenter ou baisser les salaires. C'est ce que dit Romain, en fait. Tout dépend des règles du jeu que vous fixez. Dans un monde sans administratif ou sans code du travail, en gouvernance partagée, tu peux faire les deux. De dire, bah voilà, telle personne, elle a les pleins pouvoirs là-dessus, ou non, en fait, c'est complètement protégé, en fait, et c'est marqué très clairement que cette décision, elle doit se prendre à plusieurs ou avec un processus clarifié quelque part. En fait, j'ai envie de dire un truc en complément, Pilou, c'est je trouve que dans le cas que tu donnes par rapport à une situation qui serait chaotique, du style il y a un comportement qui devient hyper toxique, violent, quelqu'un qui pète les plombs, Mhm. et bien justement la mesure à prendre serait plutôt de l'ordre de la mise à pied, qui permet en fait de tout de suite arrêter en fait l'escalade pour après avoir le temps de se poser la question de, OK, qu'est-ce qu'on fait en fait avec cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on retrouve un espace qui permet de prendre une décision qui ne va pas créer plus de chaos ou de trauma, quoi. Il est 55. Je vous partage juste rapidement en fait sur le slide en fait ce que j'ai pu partager pour ce que j'ai pu préparer pour des ateliers. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai demandé à l'IA de me proposer deux ateliers en lien avec ces webinaires que je n'ai pas testés, mais que je serais ravi d'avoir vos retours d'expérience si vous le faites. Il y en a un premier qui est l'iceberg model, qui est en gros un déroulé qui permet de, par rapport à un événement, un problème rencontré, comment on peut identifier en dessous, finalement, qu'est-ce qui se répète, les tendances, ce qui fait un peu motif, voir ensuite en dessous les structures sous-jacentes, donc qu'est-ce qui... euh, alors, j'arrive pas à lire ce qui est marqué. Quelles sont les présomptions, les croyances, les valeurs des systèmes en place? Ça, c'est les croyances sous-jacentes, ouais. Et, euh, Et du coup, le but est d'aller petit à petit vraiment sous l'iceberg, d'aller débusquer en fait finalement c'est quoi nos valeurs, notre système de croyances qui font que ça crée en fait ces structures-là, ces comportements-là, pour pouvoir aller chercher après, tu peux passer Laurent, pour pouvoir aller chercher, donc encore, donc on part de l'événement visible, on identifie les tendances, on Ok. identifie les croyances les structures, pour arriver au final attends, c'était avant. Euh, Quel serait le point de levier, c'est-à-dire finalement une action qui aurait le plus gros effet pour faire bouger en fait nos structures et nous permettre peut-être d'arriver à un autre état du système, quoi. Ensuite, le deuxième atelier, il est plus sur les boucles de rétroaction, les causalités circulaires. Donc là, l'idée, qui peut se faire d'ailleurs après un atelier de iceberg model. On va plutôt décrire les différentes variables et comment elles sont en interrelation et essayer comme ça de dessiner des effets de causalité, c'est-à-dire que telle variable qui bouge, ça modifie telle variable pour essayer de faire émerger ces boucles de rétroaction, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je me rends compte que ça a été bien dense comme sujet. Euh, Attends, Il Romain, reste quelques peut- minutes pour vous offrir la possibilité de nous faire un feedback, enfin, plutôt vous demander un feedback dans le chat. peut-être, De comment Romain, c'était pour vous. Ouais, je vais juste nommer, comme je suis passé assez vite sur les slides et puis j'entends qu'il y avait des demandes d'ateliers là. ouais. Est-ce qu'on peut juste s'engager à dire qu'on envoie le PDF là qu'on a présenté en Non, ligne? non, on va même le partager dans le chat. Alors oui, on l'enverra aussi en lien, mais euh, je le partage dans le chat tout de suite pendant que tu nous mets une petite musique de fin.
Si j'arrive à trouver le bouton. Donc voilà, je vous ai partagé mon support dans lequel vous trouverez les ateliers. Ah, il y a Claire qui a encore une question. Bah oui, vas-y. Pendant ce temps-là, vous n'hésitez pas Ok, à je partager dans le chat peux, votre vrai. Ouais, je peux dire plutôt qu'écrire, c'est plus rapide pour moi. oui. Euh, c'est le deuxième ou troisième webinaire auquel j'assiste et puis on se retrouve à chaque fois un peu ric-rac sur le temps. Alors, c'est quoi ta boucle de rétroaction positive pour qu'on ait plein de temps pour parler de ces sujets? Voilà, c'était ma question. Merci, Romain. Merci. C'est pour te challenger. Ouais, ouais. Je vais essayer de répondre avec la proposition que tu fais, mais c'est pas évident. Euh, En fait, ce que je vois, c'est que des fois, il y a des sujets où j'ai envie de dire plein de trucs, et effectivement, j'arrive au bout du timing, et d'autres où on est plutôt sur une conversation. On s'était dit avec Pilou qu'on pourrait aussi proposer en fin de webinaire un espace pour ceux qui ont plus de temps, un peu d'approfondissement ou d'expérimentation, parce qu'on est aussi limité par si on fait trop long en pleine journée, ben, les gens ne sont pas disponibles et on voit aussi le goût en fait d'un format court d'1 heure. Donc voilà, ça peut être effectivement une façon de trouver une solution, serait de proposer différents niveaux comme ça de participation. Et puis après, si, il y a un truc de boucle d'amplification, je sais pas d'où ça vient chez moi, mais quand je commence à explorer un sujet, après, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à dire, j'ai du mal à me restreindre à non, on va juste partager ça. Et ouais, je sais pas quelle est la croyance qui sous-tend cette structure chez moi, mais elle est bien vivante. Merci, Romain. Merci à vous. Ouais, en tout cas, on peut libérer tous les gens qui ont besoin de faire autre chose. Et oui, on en avait parlé. Peut-être qu'on proposera un format aussi avec des petits ateliers. Donc, peut-être être clair aussi dans notre communication qu'on peut ouvrir à plus de temps. Et je vois juste, Romain, que tu veux partager le lien du PowerPoint, c'est ça? Ben, je ne l'ai pas fait. Non, je crois pas. Ah, j'ai peut-être pas fait. Si, si, apparemment, je vois des gens qui hochent la tête. Je le refais. Donc, il y a le lien, tac, que je remets. Ah oui, ok. Très bien, ben, je mets une petite musique. Et puis, je vous propose de mettre quelques mots sur comment améliorer ou comment vous ressortez de ce temps. Ah oui, d'accord. Pardon. En fait, le lien est partagé, mais j'ai dû partager mon lien de présentation qui n'est pas le support d'origine. Donc, bougez pas. Voilà. Là, ça va aller mieux, je pense. Tac. Normalement, là, ça devrait marcher. Merci en tout cas à tous. J'arrête.